Bonjour Monsieur le Ministre, merci beaucoup d'avoir accueilli Média 24 et de répondre aux questions que nous nous posons, que se posent nos lecteurs. Aujourd'hui nous sommes le 17 octobre et cela fait un peu plus d'une année que vous avez été nommé à la tête du ministère de la Santé. Une année qui pèse probablement 10 ou 20 ans dans votre carrière, sur vos épaules et au niveau des responsabilités et même de l'expérience. Si vous permettez, je vais vous demander, on va essayer de reconstituer le récit de ce parcours, de cette année. Donc le 9 octobre, vous êtes nommé, vous ne vous y attendiez pas du tout. Certes. D'abord, c'est un plaisir pour moi, bien sûr, d'être reçu par Média 24 aujourd'hui. Et bien sûr, je vous remercie d'avoir accepté, bien sûr, de venir au siège du ministère de la Santé pour cette entrevue. Donc, vous êtes le bienvenu, vous êtes chez vous. Alors certes, vous avez mis le point sur une, sur une chose qui est très importante, c'est vrai, certes, un an, bien sûr, de responsabilité au jour d'aujourd'hui, et qui a pesé quand même assez lourd. C'est au point où on a perdu la notion de temps, franchement, parce que certes, personne ne pouvait prédire qu'il y aurait quand même une crise mondiale sur laquelle on allait rentrer, bien sûr. Ce n'est pas l'exception du Maroc, c'est un phénomène qui est tout à fait mondial, mais qui n'était pas, bien sûr, prévisible. Donc, on avait quand même l'intention d'initier quand même certains chantiers, bien sûr, de continuer certains qui étaient déjà, bien sûr, amorcés. Et bien voilà, nous tombons, bien sûr, sur une crise qui est mondiale. Bon an, mal an, je pense qu'il y a certains aspects positifs, il y a d'autres qui sont négatifs. Je pense qu'il faut toujours voir la moitié du verre qui est pleine et on va construire pour le mieux, Inch'Allah. Alors, on va y revenir. Vous ne vous attendiez pas du tout à cette nomination? Non. Non, la nomination, non, moi j'étais gestionnaire. J'ai fait quand même plus de 15 ans de responsabilité en tant que directeur du centre hospitalier universitaire. J'étais 100% versé technique, donc j'ai occupé le poste de secrétaire général par intérim pendant 2 ou 3 jours et j'ai basculé rapidement sur... c'est un choix de Sa Majesté qui a fait qu'aujourd'hui, il a voulu quand même apporter une touche technique au ministère de la Santé et je suis là pour bien sûr répondre et suivre la politique de Sa Majesté. Et vous n'aviez pas fait de politique avant? Jamais. Et là, vous n'êtes dans aucun parti? Jamais. Sans appartenance politique? J'ai dit jamais, j'ai pas dit non. J'ai dit jamais. Ce n'est pas dans ma fibre. Oui. Ce n'est pas une question de conviction. Bon, la politique, on en a besoin. On en a besoin. Mais je n'ai jamais été constitué, ni durant toute ma carrière, je n'ai jamais été versé politique. Donc je me rappelle, depuis que j'étais étudiant, j'étais bien sûr versé études, médecine et tout. Je suis chirurgien de formation, donc je n'avais même pas le temps, bien sûr, libre pour penser, bien sûr, autre chose. Donc une fois arrivé à Fès, je me suis penché rapidement, bien sûr, sur la gestion par la force de la chose aussi. Voilà, parce que c'était la première fois, j'étais le premier enseignant à mettre les pieds au niveau du CHU de Fès. Donc c'est autour de moi qu'il y avait toute une équipe qui a été constituée pour mener, bien sûr, je dirais, bien sûr, la médecine universitaire au niveau du centre hospitalier Hassan II de Fès. Bien sûr, évidemment, le professeur Mahouni, qui était le premier doyen, qui est le fondateur de la faculté. Mais pour le CHU, c'est autour de moi que ça s'est constitué, bien sûr, en tant que médecin universitaire. Et donc, ce 9 octobre ou le 8 octobre, vous avez reçu un coup de fil qui vous annonçait que vous alliez être reçu. Alors, j'étais en pleine réunion, oui. Déjà au siège du ministère de la Santé, et avec les directeurs régionaux, oui, en train de débattre sur la question d'ailleurs du programme médical régional que je voulais porter rapidement, bien sûr, et le mettre sur le pipe. Et donc, du coup, voilà, donc j'ai reçu un appel en disant que vous allez basculer, bien sûr, de ce poste-là vers un autre qui peut-être qui vous permettra, bien sûr, de mener à bien, sûr, ces missions que vous souhaitez, voilà, selon les orientations de Sa Majesté. Et donc, vous avez été reçu par Sa Majesté? C'est le gouvernement qui a été reçu par Sa Majesté. C'est le gouvernement qui a été reçu. D'accord. Sa Majesté ne vous a pas dit quelque chose de spécial, là, ce jour-là, concernant la santé ou concernant votre mission? Vous savez comment ça se passe pendant l'investiture des ministres? Ça se passe rapidement, il n'y a pas assez de temps pour discuter quoi que ce soit. J'ai la confiance de Sa Majesté, alhamdoulilah,
Et donc, je suis les directives, et puis bien sûr, je suis dans un gouvernement aussi qui suit les directives de Sa Majesté, et on compose essentiellement ensemble pour construire quand même un nouveau, je dirais bien sûr, un nouveau concept pour la santé, parce qu'il y a déjà un débat autour du système de santé marocain. Comme vous pouvez le savoir, on peut peut-être en revenir en détail tout à l'heure, qui nécessite quand même une refonte. Et ça a été dit dans les discours de Sa Majesté que le système de santé nécessite quand même aujourd'hui une refonte qui est profonde. Mais vous, à l'époque, vous aviez commencé, vous aviez peut-être une petite idée en tête, en tout cas, ce qu'on avait remarqué, il y a eu quelques mesures disciplinaires, quand il y a eu quelques dépassements ou incidents dans des hôpitaux. On avait constaté des mesures disciplinaires, mais on a constaté aussi que, jusqu'à présent d'ailleurs, vous n'avez pas d'équipe très stable autour de vous. En tout cas, les cases ne sont pas toutes remplies. Ben, écoutez, notamment le secrétaire général. Écoutez, je pense que quand vous pouvez le constater sur le terrain, pour avoir une équipe bien sûr autour de soi et qui peut mener bien sûr les chantiers, d'abord il faut bâtir autour de la confiance entre les membres de l'équipe. Et quand les gens pensent que bon, ce gouvernement peut-être, il durera ce qu'il durera, mais la période elle est très courte, on est en pré-période électorale et donc il n'y a pas à se lancer dans quoi que ce soit. Donc, et là, on est en train de travailler, bien sûr, en profondeur pour essayer de dire à ces gens-là, ce n'est pas une question aujourd'hui, bien sûr, de campagne électorale, mais c'est une question du socle du système de santé aujourd'hui qu'il faudrait construire et qu'il faudrait bâtir ensemble. Parce qu'au-delà du politique, il a sa place, mais le technique, c'est la base solide pour faire germer quand même toutes les organisations nécessaires pour éventuellement la viabilité d'un système. Et donc, pour faire cela, vous avez besoin du temps. Et vous avez besoin des gens de confiance qui croient en vous. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on a suffisamment de temps? Est-ce que la crise Covid nous a laissé quand même le temps aujourd'hui de constituer et de construire autour d'une équipe? Certes, on commence à voir, bien sûr, alhamdoulilah, il y a des gens qui continuent, qui croient en ce que nous faisons. Et ouais, je pense dans les jours à venir ou dans les mois à venir, on pourra avoir quand même des choses qui, bien sûr, évidentes, Inch'Allah, dans ce sens. Alors, pendant les premiers mois de votre nomination, avant que n'apparaisse la grosse crise mondiale, qu'est-ce que vous aviez en tête? Des réformes, des changements de personnes, des changements profonds peut-être de gouvernance ou d'organisation, des chantiers? Qu'est-ce que vous aviez en tête? Avant que je ne sois aussi ici. Si, quand vous étiez entre la nomination et l'apparition de la crise, qu'est-ce que vous aviez en tête? Alors, en tant que ministre nouvellement nommé. Avant que je ne sois nommé ministre, bien sûr, j'étais à la tête d'un établissement et je rencontrais souvent les ministres, bien sûr, soit à l'occasion de conseils d'administration, soit autour de certaines thématiques, soit dans le cadre d'une commission, ou même j'étais des fois chargé de mission. Donc j'avais toujours en tête, bien sûr, des projets, des possibilités, donc des suggestions pour des possibilités de changement éventuellement, parce que j'ai estimé, bien sûr, de par mon expérience, que pas mal de choses nécessitent quand même une révision très très profonde et qui ne sont pas adaptées à la réalité du terrain. Parce que la réalité du terrain voudrait qu'il y ait quand même un changement. Je vous dis tout simplement. La question de ressources humaines, par exemple. Aujourd'hui, la formation en ressources humaines est inadaptée par rapport à la réalité des besoins du système de santé. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que le système de santé aujourd'hui, il est soumis à des progrès technologiques qui sont importants de par le monde entier. C'est ce qui crée un glissement de compétences. Donc les compétences ne sont pas adaptées au métier de la santé. Donc il va falloir repenser un peu sur la formation. Et des technologies vous obligent, même si vous êtes un lauréat d'une telle filière ou telle filière, à une fois, in fine, quand vous êtes sur le terrain, vous êtes inadapté par rapport à ce que voudrait l'exercice. Il va falloir des petites formations d'adaptation. Ou, toujours est-il, il y a matière à peut-être réadapter la formation par rapport à ce que voudrait le progrès technologique. Parce que le progrès technologique, il est très important, ça va à une vitesse grand V, et la formation, elle est statique. Donc, il y a une inadéquation dans ce sens. Il y a ce point-là. Deuxièmement, il y a aussi par rapport, et ça peut-être c'est inscrit, je pense, dans l'ordre du jour, aussi les besoins du système de santé par rapport
au marché public, au règlement de marché public, qui sont inadaptés par rapport également aux besoins du système de santé. Le système de santé, il a besoin d'une célérité dans l'élaboration des besoins, d'une célérité dans l'acquisition. Et ce n'est pas des fournitures que nous achetons tout simplement. C'est des médicaments, c'est des produits pharmaceutiques qui doivent bien sûr être utilisés pour le besoin urgent et pressant. Et donc, ce n'est pas comme si vous achetez, bien sûr, des stylos ou vous achetez d'autres fournitures. Donc, il va falloir peut-être créer quelque chose de très spécifique. On avait amorcé ça au niveau du centre hospitalier universitaire en adoptant un règlement qui est spécifique et qui permet une certaine souplesse et qui a donné beaucoup d'avantages. J'avais ça en tête aussi de pouvoir, et d'ailleurs, c'était parmi les questions, les premières questions que j'avais soulevées au chef du gouvernement en disant: écoutez, il y a matière aujourd'hui à revoir le système des marchés dans le domaine de la santé. Voilà, donc j'avais en tête cela. Et puis j'avais en tête aussi qu'aujourd'hui, le système ne peut plus fonctionner comme il est parce que c'est un système qui est cloisonné. Et on est en train de parler quand même d'un marasme dans les ressources humaines. Cloisonné, privé, public, mutualiste, oui. C'est ça ou oui, parce que je me posais la question tout le temps. Je me suis dit, nous sommes un pays qui est dans le domaine médical, dont les ressources médicales et paramédicales sont en deçà des normes que nous voudraient bien sûr les normes internationales. Et dans cette insuffisance, on a des problèmes. On a des problèmes de rationalisation, d'optimisation, et on a des problèmes avec le privé. On a des problèmes d'accréditation, d'équivalence de diplôme. Mais on a besoin de tout le monde. Comment se fait-il qu'on a besoin de tout le monde et on n'arrive pas à travailler ensemble? Il y a quelque chose qui cloche. Donc, d'où peut-être la dernière convention signée il y a une semaine. Oui, parce que ça fait partie quand même de mes convictions personnelles, parce qu'il faudrait mettre le malade au centre d'intérêt et essayer d'utiliser toutes les potentialités qui sont présentes au Maroc pour pouvoir composer ensemble. Et ça, tout simplement, il faudrait mettre un cadrage. Et le cadrage serait bien sûr demain imposé par la loi, qui est la carte sanitaire régionale, et qui permettra de définir les besoins de santé au niveau d'une région, que ce soit en ressources, en matériel, en procédure, en parcours de soins. Voilà. Bien. Merci. Je pense que ce sont des thèmes qui mériteront d'être bien analysés et bien couverts à l'avenir. Alors, au mois de janvier 2020, il y a la signature de cette fameuse convention avec la CNSS de révision de la tarification de référence et qui n'a jamais été appliquée. Je le dis parce que d'abord on est en train de discuter de manière chronologique et aussi parce que vous avez dit le malade doit être au centre de tout. Et ça aurait été une bonne chose pour le malade, cette révision, puisque cela aurait permis de réduire le reste à charge, la partie que le malade paye quand il est couvert par la CNSS ou par la CNOPS, mais n'a jamais été appliquée jusqu'à présent. Oui, ma compréhension des choses et mon intention, elle était toujours dans ce sens, de réduire la charge à payer, bien sûr, le reste à charge à payer, bien sûr, sur le patient. Bien sûr, c'est une opération qui ne sera pas acceptée par tout le monde. Bien sûr, vu qu'elle doit mobiliser quand même des dépenses supplémentaires, en fait un budget supplémentaire pour créer une sorte d'équilibre. En fait, vous parlez de la CNOPS. Je parle des organismes gestionnaires pour ne pas stigmatiser. D'accord. D'accord, parce que aujourd'hui, pour moi, c'est une question qui est obsolète. Pourquoi? Sa Majesté a demandé la généralisation de la couverture médicale. On n'est plus dans cette logique. Les choses sont faites de facto. Donc, il y aura a priori une couverture pour tout le monde. Et le patient qui est aujourd'hui considéré comme patient et pour lequel on cherche bien sûr à diminuer le reste à charge sera un client pour tout le monde. Donc, même le Ramédis, il deviendra demain solvable. C'est de facto. Donc, qu'est-ce qui est nécessaire aujourd'hui? Le ministère de la Santé, en fait, il est prestataire de services. Si on veut prendre du recul, on peut se mettre bien sûr de l'autre côté de la barrière et nous allons dire que nous sommes des prestataires de services. Moi, ce que je demande, c'est juste le recouvrement des dépenses qui ont été réalisées. Sans pour autant être dans l'implication, bien sûr, de ce reste à charge, etc. Mais il se trouve que l'Agence nationale d'assurance maladie,
c'est un établissement qui fait partie intégrante de l'échiquier du système de santé, du ministère de la Santé. Et le ministère de la Santé aujourd'hui, il doit jouer bien sûr ce rôle via cette ANAM de régulation, que ce soit la régulation des prix, la régulation du recouvrement et aussi la régulation bien sûr la régulation aussi dans le cadre de la validation bien sûr des médicaments à rembourser ou à ne pas rembourser. Et tout ça c'est de l'argent à mettre et à puiser d'un côté pour les mettre là. Et chez les organismes gestionnaires, chacun avait un souci d'équilibre budgétaire. Mais si on les met en combinaison, tous les deux, c'est ce qui va se passer demain. Oui, mais demain, ça veut dire dans un an ou deux. Oui, mais on ne sera pas dans la gestion en silo. Oui. On sera dans une seule caisse. Parce que le principe de la solidarité aujourd'hui, c'est que le jeune paye pour le vieux, le sain paye pour le malade. C'est ça le principe de la solidarité. On doit être dans cette logique. Ce n'est pas dans le système de corporatisme. Il y a le corps X, le corps Y, etc. Donc on doit sortir de cette logique-là. Et c'est ce que vous voudrez. Et c'est valable dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la pratique médicale quotidienne, c'est-à-dire privé, public, mutualiste, etc. C'est vrai pour tous les domaines ce que vous dites. Ben oui, parce que... On sera dans la plus grande solidarité, on sera un seul système. Ben oui, parce qu'on va avoir le même système de contrôle partout. Et la régulation partout. Parce que l'État ne voudrait pas, bien sûr, dépenser plus d'argent dans un secteur que dans l'autre. Et ma foi, vous savez très bien que ce qui se passe aujourd'hui, la tarification qui est faite aujourd'hui, elle est sous-estimée. Et je mesure mes mots. Parce que nous travaillons toujours avec une nomenclature qui est obsolète. Oui. C'est une tarification de référence de 98 qui a été revue en 2006 et qui ne correspond pas à la réalité. J'ai commencé mon débat avec vous aujourd'hui par le progrès technologique. Et le progrès technologique crée un surcoût. Et surcoût n'est pas bien sûr pondéré au niveau des factures. Alors vous ne pouvez pas demander des soins de qualité sans utiliser bien sûr une technologie, parce qu'on ne voudrait pas que notre pays reste à la traîne de la technologie. Voilà. Il y a quand même... Donc vous êtes en train de dire, en résumé, que vous en êtes conscient que c'est en train de se faire. Quoi. Ben ça va se faire. Voilà. Ça se fait. Alors maintenant on revient au mois de janvier. Quand est-ce que vous avez entendu parler d'une manière sérieuse et vous avez été alerté par cette nouvelle épidémie ou ce nouveau virus? De manière sérieuse, c'est en janvier. Je dirais à partir de la mi-janvier, on commençait à voir les choses autrement parce qu'on a entendu la Chine le 31 décembre ou le 30 décembre, bien sûr, déclarer. En fait, c'était le 29 décembre. Ils avaient déclaré le premier cas. Et à partir de là, bon, peut-être c'est comme les années antérieures où la Chine avait toujours déclaré des cas de SRAS, etc. Et ça n'avait pas pris de tournure importante. Donc, et du coup, quand il y a le premier cas qui est apparu en Europe, ça nous a alertés. Ça nous avait alertés puisque, effectivement, on s'est dit, en Europe, il y a d'abord la population marocaine, elle est importante. Oui. Le trafic, il est important. Et donc, le risque est devenu imminent. Donc, quand ça a touché la France, on savait très bien que c'était à nos portes. Exact. Et c'est là que vous avez tenu la première réunion d'une commission technique et scientifique qui existait auparavant, qui est la fameuse commission dédiée aux maladies respiratoires aiguës. Voilà. Et alors, cette commission, elle joue un grand rôle dans notre vie aujourd'hui parce que de nombreuses décisions importantes sont justifiées par une recommandation, un avis, une consultation de la commission, mais on ne connaît pas sa composition à 100%. Alors nous, on a essayé de reconstituer. D'accord. Vous êtes dedans, vous la présidez probablement. Il y a Dr Hicham Afif, directeur général du CHU de Casa, Dr Lioubi, c'est normal, en tant que directeur de l'épidémiologie, Dr Shakib, Dr Boutawakil, Dr Brahou de Fès, qu'on connaît bien, Dr Bourkadi, Dr Benjeloun, et c'est tout ce qu'on a pu reconstituer. Il y en a d'autres. Voilà, on aimerait avoir la composition. Il y en a d'autres, il y a beaucoup de réanimateurs, oui. Il y a des biologistes, il y a aussi la santé militaire qui est dedans. Oui. Voilà. Et voilà, donc je pense... Vous êtes combien dedans? On est 21. Et est-ce que vous publieriez la liste? La liste, si. Oui, si, on peut la donner, il n'y a pas de souci. D'accord. Pas de problème. Alors, vous tenez la première réunion. Est-ce que c'était en février
Alors, je ne saurais vous dire la date exacte, mais on a accompagné, bien sûr, la pandémie depuis le début. D'accord. Depuis le Donc début, vous parce tenez que, la première réunion, comment ça s'est passé? alors, depuis que le premier cas a touché le Maroc, 2 il y a, mars. le 2 2 mars, mars, c'était la déclaration du premier cas. premier cas, donc automatiquement, la commission s'est réunie, bien sûr, pour prendre les décisions idoines en vue, bien sûr, du plan de riposte contre le Covid. Mais le rôle qu'a joué, bien sûr, cette commission, il est très important. Certes, elle est scientifique, technique, consultatif, mais elle permet quand même d'établir quand même un certain cadrage et un paramétrage dans l'ensemble des mesures. Parce que comme elle est elle est composite. Vous savez, tous les avis, quand il s'agit de problèmes de réanimation, quand il s'agit de problèmes épidémiologiques, quand il s'agit de problèmes de laboratoire, de tests, etc. Donc, et quand il s'agit demain un problème de grippe, et toutes les questions ont été débattues dedans. Même le confinement. Même le on confine, on confine pas. Toutes les questions. L'Aïd a été débattu. Toutes les questions. Toutes les questions ont été débattues. Frontières, tourisme, test. Sur un aspect totalement scientifique. Alors, cette commission n'a pas attrait à tout ce qui est peut-être sécuritaire, social. C'est scientifique pur et dur. Tout ce qui est scientifique pur et dur, il est pris. Il est discuté par les autres instances qui sont compétentes en la matière. Et bien sûr, ils essaient de prendre la meilleure décision avec, bien sûr, modulation, je dirais, parce qu'il va falloir, bien sûr, mesurer le risque, le pour et le contre, et sortir avec la meilleure décision qui serait applicable sur le terrain. Et on avait compris que, au fur et à mesure, que la gestion qui était centralisée devrait impérativement, inéluctablement, devenir une gestion qui est régionalisée, déconcentrée. Parce qu'on n'a pas à imposer un modèle d'une région à une autre. Donc, parce qu'il y a des adaptations à faire au fur et à mesure. Donc, on revient à cette commission. Bon, 21 experts dans leur domaine, des experts indiscutables. On a bien vu les quelques noms qu'on connaît. Et il me semble que vous n'avez jamais demandé d'avis extérieur. Je prends un exemple. La rentrée scolaire. Vous n'avez pas demandé à des pédiatres, pédopsychiatres, pédagogues, des avis externes. Est-ce que ça peut vous arriver? Est-ce que ça vous est arrivé? Écoutez, quand vous avez une commission, un comité scientifique et technique, c'est à lui de jouer ce rôle et de faire le benchmark et de demander les avis extérieurs quand ça le dépasse. Donc ce n'est pas au rôle du ministre de la Santé, puisque je suis dedans, et il y a donc un interface qui joue ce rôle-là. Alors, et puis un jour, les choses ont pris à un certain moment une tournure qui est, comment dire, presque dramatique et presque anxiogène quand il y a eu des décisions qui tombaient. On ferme les écoles, on arrête les relations aériennes avec tel pays, ensuite l'Europe, la France, le monde entier, on a fermé les ports. Quand il y a eu cette succession de décisions, donc... c'était basé toujours sur des réunions des avis de la commission technique? Oui. Alors, écoutez, il n'y a pas un gold standard en termes de protocole à appliquer au niveau d'un pays. On ne peut pas prendre un protocole qui a été préconisé dans un pays et le mettre en exercice dans notre pays. Nous nous adaptons, bien sûr, par rapport à nos contraintes et nos situations et notre situation épidémiologique. La situation épidémiologique n'est pas pareille. Et comme vous pouvez le constater même aujourd'hui, elle reste toujours dynamique. Peut-être que le Maroc a vécu une situation aujourd'hui, a vécu une situation donc, les derniers mois, que commence à vivre aujourd'hui la France ou un autre pays. Donc, et on s'adapte. Les incertitudes sont nombreuses au jour d'aujourd'hui dans la Covid-19. Et on essaie d'apporter les meilleures mesures. On ne pense pas utiliser la meilleure solution, mais on pense que c'est la meilleure mesure qui a été préconisée de concert avec le comité scientifique. Certes, certaines décisions peuvent paraître, bien sûr, très douloureuses pour certains, en termes, bien sûr, du timing pour alerter les gens, etc. Mais je l'avais tout le temps soulevé et dit que le virus n'a pas le temps pour nous laisser le temps. Donc, on peut prendre contre-cœur certaines décisions, mais c'est la situation qui l'imposait. Donc en ce mois de mars, les décisions se succèdent. Comment vous faites? Je me rappelle qu'il y a eu
de nombreux communiqués qui étaient signés à la fois du ministre de la Santé et du ministre de l'Intérieur. Donc vous étiez en concertation permanente, vous appeliez les personnes les personnalités de la commission scientifique pour les consulter. Comment ça se passait? Oui, effectivement. D'ailleurs, toutes les décisions du comité scientifique, elles sont discutées dans le comité de sécurité. Parce qu'il y a un comité de sécurité qui est multicomposite, où le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé sont présents, la gendarmerie royale, la santé militaire, le ministère des Affaires étrangères. Il y a d'autres personnalités importantes qui sont présentes et qui discutent, bien sûr, tout ce qui émane du comité scientifique et quel serait l'impact de cela au niveau de la société et de la population. C'est important. Et puis, bien sûr, c'est la raison pour laquelle on s'est progressivement, on s'est rabattu sur la gestion locale en priorité. Bien sûr, avec un cadrage qui est central. Voilà. Et en ce mois de mars, quelle est la décision qui vous a le plus marqué? Alors, ce n'est pas la décision. Je dirais peut-être toutes les décisions étaient bonnes au départ parce que, alhamdoulilah, avec les orientations royales, Sa Majesté, bien sûr, nous a boosté dans ce sens et puis nous a guidés dans le bon chemin et on a pris de bonnes décisions parce qu'on a eu de très très bons résultats et le Maroc était dans une position très très confortable. Ce qui m'avait marqué, c'est le moment du premier point de presse où on est venu discuter pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, le Maroc est indemne. Il n'y avait pas de cas, alhamdoulilah, et le soir, on avait déclaré le premier cas. Il y a quelqu'un qui est venu vous parler dans l'oreille à vous ou à M. Latmani, c'était ça? C'était trop tard. C'était pour annoncer ce cas. Ben oui, parce que vous pouvez pas. Nous l'avions remarqué, on a eu un doute. On était venu bien se tranquilliser la population marocaine, comme quoi jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, il n'y avait pas de cas, et puis le soir même, c'était le voilà. Ou le lendemain, ou le 2 mars. Mais le 2 mars a été annoncé le premier cas. Et bon, nous avons compris à travers beaucoup de déclarations que Sa Majesté suit au jour le jour. Pas au jour le jour, mais peut-être à l'heure qui suit. C'est un suivi régulier, intense, je dirais tout le temps. Alors à partir de ça a commencé quand? Quand est-ce que vous avez reçu le premier coup de fil de Sa Majesté? Ben, c'était en mars probablement. Sa Majesté, bien sûr, suivait de très près. Je ne suis pas le seul dans cette gestion, dans cette gouvernance. Tout le monde, on était tous. C'est ça. Oui, il suivait bien sûr de très près, bien sûr, pour stimuler, pour essayer de guider, pour encourager, parce qu'on sait très bien que c'est une gestion qui va aller être très très difficile et qui nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Sachant qu'on connaît très bien notre système de santé, il était dans une situation qui est marquée par beaucoup de défaillances, beaucoup de contraintes, beaucoup d'insuffisances. Et avec tout cela, il faut faire face à une situation qui risque... C'est ça. Et heureusement que, alhamdoulilah, donc ça s'est bien passé. Ce qui marque bien sûr la gestion de la Covid, c'est qu'il y a une solidarité de tous les secteurs. Il y a une confiance entre l'ensemble des secteurs. Bien sûr, sous l'impulsion d'un seul commandant. C'est le génie de la gestion. C'est qu'il y a un seul commandant qui gère, et nous sommes donc dans l'exécution et dans le suivi au quotidien, je dirais même heure par heure. Voilà, donc vous étiez vous, ministre de l'Intérieur, les sécuritaires, le ministre des Finances, parce que de l'économie, il fallait suivre ces aspects-là, mais vous saviez que Sa Majesté suivait et vous aviez des retours régulièrement. Ouais. Bon, ça vous rassurait, ça vous mobilisait, ça nous booste. Tout ça à la fois. Oui, exactement, ça nous booste, ça nous donne quand même de l'énergie. Ouais. Et bien sûr, on est toujours sur le qui-vive pour répondre bien sûr à tout. Parce qu'au début, il ne faudrait pas qu'il y ait quand même un dérapage et qu'il n'y ait pas quand même, je dirais, un échec dans la gestion, parce qu'il ne faudrait pas se dire qu'on est dépassé rapidement. Et donc Sa Majesté était conscient de cela, donc il a pris les choses en main, il a commandé, et puis bien sûr, pour qu'il y ait quand même une cohérence dans les décisions et une synergie entre les différents secteurs. Est-ce que vous avez des moments d'inquiétude? Certes. Oui. Certes, bon, on est humain, on est des fois surpassé, on voit les choses venir autrement, donc... on a une santé qui peut se fragiliser de jour en jour avec la pression. On peut tomber malade. Donc, oui, des moments d'inquiétude. Mais on arrive quand même à reprendre énergie et souffle et surpasser les choses. Et des moments de doute? Jamais j'ai eu de doute. Vous n'avez jamais douté des décisions, des stratégies du ministère de la Santé? Jamais, je n'ai jamais douté.
Je n'ai jamais douté parce que d'abord, parce que quand c'est collégial, c'est consensuel, je pense que ça a quand même ça a un sens. Mais ça a été long ce confinement. On a fait 20 mars, 20 avril, 20 mai, 10 juin. Oui, on peut le Et dire. ensuite, le 10 juin, pour certaines villes, c'était pas encore le déconfinement. On a attendu fin juin. Donc il y a eu 3 mois, 10 jours pour certaines Vous pouvez villes. voir les choses de cette manière-là. Oui. Moi, je ne les verrai pas comme ça, parce qu'à posteriori, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais si on avait vécu, bien sûr, les choses comme elles sont maintenant dès le départ, on allait perdre, bien sûr, confiance en soi et on restera toujours dans le doute. Non, on était dans l'exercice, on a quand même acquis une expertise, une expérience. Aujourd'hui, même pour demain, on sera à même de riposter contre n'importe quelle pandémie. Alors, quand il y a eu un déconfinement général fin juin, vous ne vous attendiez pas à ce rebond-là, qui a eu lieu à partir de... Ça a commencé mi-juillet, ensuite fin juillet, ensuite il y a eu l'Aïd, ensuite le mois d'août. Vous n'attendiez pas, vous n'avez pas anticipé. Vous pensiez même, vous-même, vous donniez l'impression de penser qu'on était en train de sortir complètement de la crise sanitaire, au point que vous avez dit on va réunir les malades dans 2 structures, Benguerir et Ibn Slimane. Ça, pendant le mois de juin, certes, on voyait quand même un peu le bout du tunnel. Et c'était c'était pas ma vision tout seul, c'est la vision de la population qui voyait venir la lumière du lever du masque, je dirais, parce que c'est ce qui handicape la population donc, aujourd'hui. Certes, mais je m'attendais à ce qu'il y ait quand même un petit rebond par rapport à la levée des mesures de restriction, je dirais, parce qu'on n'était pas dans le déconfinement, on était dans la levée des restrictions. Malheureusement, bien sûr, ce lever de restrictions progressif a été mal conçu par la population. Il y avait un relâchement total. Donc, du coup, ils voulaient passer du 1 vers la dernière décision. Donc, la mobilité qu'il y avait eu, bien sûr, pendant la période estivale et pendant l'Aïd el-Kibir, a fait que, d'abord, certaines villes ont connu quand même un phénomène de rebond important, d'autres non. Mais vous pouvez constater que ça suit le mouvement de la population. C'est ce que vit Casablanca aujourd'hui. Parce que la région du Nord et Fès, maintenant, ils sont dans une situation épidémiologique qui est acceptable, sereine. Casablanca, c'est le trafic énorme, c'est la population qui est rentrée, c'est le rebond, c'est le phénomène de rebond le plus important aujourd'hui. Oui, c'est juste, il y a eu quand même au cours de la dernière semaine, oui c'est vrai, mais dans la dernière semaine, il y a eu des chiffres, des rebonds importants à Oujda, à Agadir. Agadir, je vous dis tout de suite en toute honnêteté, c'est l'effet de... Agadir, c'est pas l'effet, c'est un cluster industriel. Ah d'accord. C'est pas une transmission communautaire, c'est un cluster industriel. Oui. Et à partir du cluster, ça peut se transformer en transmission communautaire. Mais par contre, ce qu'on avait vécu à Tanger, ce qu'on avait vécu à Fès et Casablanca aujourd'hui, c'est une transmission communautaire. Voilà. Et Oujda aujourd'hui? Oujda aujourd'hui, c'est au niveau d'une seule ville, où c'était bien sûr une transmission, c'est un cluster familial, et puis c'est devenu quand même, c'est toujours maîtrisé. Donc, bon, la transmission communautaire la plus importante était à Tanger au départ et Fès, et puis bien sûr maintenant c'est Casablanca. Oui. Casablanca, ça augmente tellement qu'on se demande si un jour ça va vraiment se stabiliser ou baisser. Généralement et habituellement, dans l'évolution cyclique d'un virus, il y a toujours bien sûr, c'est une courbe en cloche. Ça commence petit, ça remonte jusqu'à un sommet et puis ça redescend. Ça veut dire que la situation épidémiologique ne va pas rester in fine comme ça en augmentant. À un certain moment, le virus va s'estamper. Donc, en attendant qu'il s'estampe, quand est-ce qu'il choisira à s'estamper? Il ne faudrait pas qu'il y ait quand même d'impact et de conséquences sur d'autres secteurs qui sont aussi des secteurs vitaux. C'est ça, voilà. Bon, ce qu'on a remarqué au cours de cet été, c'est que progressivement, vous avez commencé à vous rendre à l'évidence je vais reprendre la question différemment. C'est que vous avez accepté d'abord que les asymptomatiques soient suivis à domicile sous certaines conditions, pas de comorbidité, chambre individuelle, etc. Ensuite, progressivement, on a eu l'impression, parce qu'ensuite il y a eu d'autres décisions, par exemple, le 7e jour, tout asymptomatique ou post-symptomatique est déclaré guéri sans avoir besoin de refaire un test.
En d'autres termes, on a l'impression qu'aujourd'hui, nous nous concentrons exclusivement sur des cas graves ou fortement symptomatiques. Est-ce que c'est ça? Alors, comme vous le savez, tout au début, bien sûr, du débat, je vous ai dit que nous sommes en face d'une pandémie avec beaucoup d'incertitudes scientifiques. Et dans ces incertitudes scientifiques, il y avait une évolution. Parce que je peux vous dire, je peux vous citer l'exemple du port du masque. Porter le masque avant, ne pas porter le masque, etc. Et même aujourd'hui, c'est un sujet de débat. Aujourd'hui. Et donc, le protocole qui était préconisé, le Maroc avait suivi bien sûr les recommandations telles qu'elles étaient bien sûr recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. On ne sortait pas bien sûr d'une instance internationale qui permet bien sûr qui a un recul important dans la gestion bien sûr de tout ce qui est pandémie, épidémie virale et tout. Avec le comité scientifique, on a suivi. Et puis, il y avait une évolution dans le temps. Évolution d'abord par rapport au constat épidémiologique, une évolution par rapport à l'évolution scientifique. C'est ce qui était préconisé. Certes, à un certain moment, on avait constaté que pas mal de malades qui étaient guéris sur le plan symptomatique, cliniquement, mais qui restaient positifs avec la PCR. Et on ne comprenait pas la problématique. Elle n'est pas chez l'individu. La problématique, c'est une problématique de santé publique. Parce que la grande question, est-ce qu'il va être un facteur de propagation du virus ou non? Donc, il y avait quand même un débat à l'échelle. Et donc, quelle est la réponse? La réponse était que le virus, en fait, les fragments de virus qu'il portait, c'est des fragments d'ARN d'un virus qui est inactivé, qui est mort. Et il peut s'exprimer comme ça pendant même 39 jours après. Et donc, ça ne sert à rien de garder le monsieur, bien sûr, en confinement, sous un traitement, bien sûr, qui peut être, bien sûr, laborieux pour le patient. Et donc, à partir du 7e jour, pour les cas asymptomatiques, c'était largement suffisant pour dire qu'ils sont guéris parce qu'il n'y a pas de symptômes. Donc, on peut estimer que la charge virale, c'est à partir du 5e jour, elle peut s'estomper. Et pour les malades symptomatiques, du moment que vous avez quand même une amélioration sur le plan clinique, une disparition des symptômes, il est en bonne voie de guérison à partir de 10 jours, c'est bon. Et d'ailleurs, vous pouvez le constater aussi, dans d'autres pays, ils ne commençaient plus à faire, donc, ils ne faisaient plus donc, de PCR, de contrôle pour la déclaration de la guérison. Et donc, il y avait quand même une évolution, d'abord dans la définition des cas, probables, suspects, possibles, et puis quand est-ce que, bien sûr, déclarer la guérison, prise en charge des asymptomatiques, asymptomatiques. Au Maroc, on avait la possibilité de prendre tout le monde en charge à l'hôpital, puisque les cas, l'évolution, la notification des cas n'était pas importante, mais dès que ça devient important, automatiquement, on peut se rabattre sur les choses qui sont possibles et mesurables. Oui. Aujourd'hui, si vous me dites par rapport au cas grave, c'est l'indicateur le plus fiable. Quand vous avez bien sûr l'indicateur le plus fiable de surveillance épidémiologique, c'est le nombre de cas graves, c'est le nombre de malades en réanimation, le nombre de malades qui sont intubés, ventilés, et aussi le nombre de décès. C'est des choses qui sont bien sûr que vous ne pouvez pas pondérer. Parce que même le reste, vous pouvez avoir des excès d'abus, de jugement, etc. Mais surtout pour les malades qui sont intubés, ventilés, ça, vous ne pouvez pas, bien sûr, ils ne peuvent pas mentir ces chiffres-là. Tant de malades est grave et il y a des ratios épidémiologiques. Ils ne peuvent pas mentir, mais ils peuvent changer les ratios, c'est intéressant. Parce que si on voit le nombre de décès au Maroc, oui. Si on considère que le taux de décès au Maroc devrait être, je ne sais pas, peut-être de 0,5% ou de 0,2% ou de... Alors, si on fait cette simulation, on va trouver qu'on a eu en réalité beaucoup plus de cas au Maroc. Et c'est le cas dans le monde entier. L'Organisation mondiale de la santé vient de déclarer, je crois le 7 octobre, récemment, j'ai vu la vidéo, ils ont déclaré que la séroprévalence dans le monde montrait qu'on était aux alentours même de 10% de la population mondiale de contamination. Au Maroc, on est à combien? En termes de séroprévalence, au Maroc, on est à 0,7. À 0,7. Ouais, on va revenir sur cette enquête alors. C'est l'enquête du mois d'août. C'est important d'insister sur cette question-là, parce qu'elle est importante pour le citoyen. La surveillance épidémiologique, elle passe par des phases. Quand vous arrivez à une phase où il y a plus de contamination, mais les cas sont asymptomatiques de manière importante et que vous sortez un peu vous avez le risque de saturation des structures sanitaires. Automatiquement, c'est ce que fait aujourd'hui la France, qu'a fait l'Italie, il y a de l'orientation vers ce qu'on appelle le ciblage. Et donc, on va se concentrer sur l'activité, sur les cas, les formes les plus graves.
les formes les plus graves aujourd'hui au Maroc. Si nous voulons bien sûr parler bien sûr de la capacité litière de prise en charge en réanimation pour les lits qui sont dédiés Covid, on est sur 2013 lits. Totalement et globalement. Vous parlez de réanimation? De réanimation. 2013 2013 lits. Totalement et globalement, nous avons une occupation de 24%. Donc, quelle est la valeur seuil critique, ce qu'on appelle la valeur d'alerte? 60? 65%. C'est la valeur d'alerte qui permet de dire qu'on est en saturation, il y a un risque important, il faut bien sûr éventuellement songer à une mesure importante. Oui. Mais elle connaît des disparités et des différences au niveau régional. Toutes les villes ne connaissent pas le même phénomène. Logique. Il n'y a que Casablanca aujourd'hui, dont les formes graves représentent pratiquement sur le nombre national, 40% des formes graves sont bien sûr attribuées à Casablanca. Et donc, dans les jours à venir, il faut qu'il y ait quand même une vigilance très importante pour essayer de remédier à une telle situation, parce que le risque de saturation, il est là. D'accord, mais moi je voudrais revenir sur la séroprévalence marocaine. Vous avez fait une enquête au mois d'août qui a donné 0,7% de prévalence au Maroc, mais c'était quand même, c'était pas une enquête du tout venant, c'était une enquête qui a porté sur des donneurs de sang, je crois. Oui, c'est pas n'importe qui, les donneurs de sang. La séroprévalence, elle se fait c'est une étude qui se fait à l'aveugle. Vous ne pouvez pas le faire, bien sûr, sur des volontaires. Mais elle n'est pas en aveugle, là. Elle est sur des donneurs de sang. Sur ces donneurs de sang qui sont à l'aveugle, c'est au niveau de Mais c'est pas n'importe qui, les donneurs de sang. C'est au niveau de la sérothèque. Oui, mais c'est pas n'importe qui, les donneurs de sang. Ils ne sont pas obligatoirement représentatifs, sauf si vous avez pondéré par la suite. Mais sinon, ils ne sont pas représentatifs de toute la population. C'est important. C'est important de savoir sur les donneurs de sang aujourd'hui, c'est là où il y a la banque de sang, de savoir est-ce que le virus circule effectivement, au niveau bien sûr chez le commun des mortels, ou non. On n'est pas dans le dépistage. Oui. Parce qu'il faut faire la différence entre le dépistage et la séroprévalence. Le dépistage, c'est quand vous avez quand même un taux de positivité qui commence à s'écraser, vous pouvez élargir votre dépistage pour vérifier si vraiment le taux est bas ou non. Parce que si le taux n'est pas bas, parce que vous devez revenir sur le ciblage et les cas contacts. Mais quand le taux de dépistage est bas, vous faites une séroprévalence et vous voyez, il n'y a pas que la séroprévalence, vous pouvez même doser bien sûr la présence ou non des virus au niveau des eaux. Des eaux usées, mais il paraît que ça donne 0 toujours. Il paraît que c'est toujours négatif. C'est ce que je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas toutes les données pour dire. Les données que nous avons, nous, c'est que jusqu'à il y a 10 jours, 15 jours, c'était encore négatif. On n'a pas trouvé de virus dans les eaux usées des principales villes. Je n'ai pas de réponse donc, par rapport à cela, mais bon, c'est une information. De toute façon, si la ça veut dire que la transmission, elle est quand même à 0, parce que la transmission, elle n'est pas importante. Elle est faible. 0,7 par rapport à ce qu'on trouve dans d'autres pays, elle est faible. Oui, 1,7 en Finlande, j'ai d'autres chiffres. Bon, ça reste parmi, bien sûr, les transmissions faibles, effectivement. Et qu'est-ce que vous avez fait de ces données est-ce que ça vous donne quand même une base de données intéressante? C'est intéressant pour le suivi après. Oui, justement. Parce que ça nous donne une idée quand même sur combien, bon, on peut estimer, bien la pandémie ou l'épidémie va perdurer combien de temps. C'est juste une prévision, mais c'est pas vrai parce que les données peuvent changer du jour au lendemain. La séroprévalence telle qu'elle a été faite la première fois, on peut la refaire aujourd'hui, on peut trouver d'autres chiffres. Donc c'est quelque chose qui doit être dynamique, mais statique. Donc, et puis, nous avons quand même une idée sur le degré de pénétration du virus au niveau donc, de la population. Mais ça reste quand même un chiffre juste indicatif. Voilà. Vous avez des classes d'âge, des choses comme ça, dans les sex ratios, pour la prise en charge ou pour la séroprévalence? Non, pour la séroprévalence. La séroprévalence, normalement, on la fait bien sûr en double aveugle. On peut pas dire c'est sérum présent ou pas présent. Oui, combien dans le sérum on a trouvé d'anticorps? Mais vous faites une autre enquête, semble-t-il. C'est ce que vous avez annoncé dans un communiqué. C'est ce qu'il faudrait peut-être compléter pour avoir les Alors, données. la deuxième enquête, est-ce qu'elle cible 6 millions qui seront... Parce qu'il y a le chiffre de 6 millions qui a été utilisé dans le communiqué. Est-ce que 6 millions, c'est la population qui va être enquêtée et qui va subir des prélèvements? Ou est-ce que c'est la base de... C'est un échantillonnage. Ça veut dire que 6 millions de personnes vont subir, c'est ça?
6 millions de personnes vont subir des prélèvements dans le cadre de cette enquête. Vous parlez de quelle étude? Vous avez, quand il y a eu le Parce communiqué qui a annoncé... Vous devez mélanger entre l'étude du Haut Commissariat Plan et la nôtre, non? Non, pas du tout. Non. Dans votre communiqué, d'ailleurs, je l'ai relu plusieurs fois pour ça. Vous avez publié un communiqué qui annonçait cette enquête qui a été faite au mois d'août auprès de 85 000 donneurs de sang, c'est ça, qui a donné le taux de 0,7% de séroprévalence. Dans le même communiqué, vous avez annoncé une nouvelle étude qui sera beaucoup plus large et vous avez dit va cibler 6 millions de personnes. Oui, exactement, le ciblage. Ciblage, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la population qui va être enquêtée et vous prendrez des échantillons de cette population, c'est ça? Exact. C'est pas 6 millions de prélèvements? Exactement. D'accord. Voilà. Et elle va être terminée quand? Je ne saurais vous dire tout de suite. D'accord, mais théoriquement, cette deuxième étude ou enquête de séroprévalence va être très importante pour la vaccination à venir. Oui, bon... Parce qu'elle va déterminer ce qui se passe dans certains groupes à risque. On est censé arriver à 65-70% de couverture minimum de la population, mais vous devrez définir les catégories prioritaires. Oui, si vous voulez bien sûr arriver bien sûr à la vaccination. Non, on va y revenir tout à l'heure. D'accord. D'accord. Ouais. On va y revenir. Moi, j'ai d'autres questions. On a parlé de séroprévalence. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'AID? Est-ce qu'il y a eu débat? Est-ce qu'il y avait... Pour la décision, fêter l'AID, pas fêter l'AID? Écoutez, la décision, comme vous pouvez bien sûr le constater à chaque fois, que les décisions sont dépendantes bien sûr de la situation, de l'évolution de la situation épidémiologique. Et la décision, bien sûr, a été prise au moment où le Maroc était, bien sûr, dans une bonne posture. C'est-à-dire qu'on voyait le bout du tunnel, et puis le nombre de cas actifs à ce moment-là était aux alentours de 600 cas. Et on avait décidé, bien sûr, de regrouper, prendre l'ensemble des cas actifs au niveau de 2 ou 3 points chauds pour essayer de libérer quand même la circulation, parce qu'on était à la veille quand même de la période d'été, on voudrait relancer l'économie et tout. Donc la décision de l'AID a été prise dans ce sens, où on était serein. On était conscient qu'on pouvait avoir quand même une petite augmentation, mais avec les mesures qui ont été bien sûr implémentées, malheureusement ça n'a pas été respecté, parce que c'était bien sûr l'AID, l'autorisation, mais aussi avec des mesures de restriction, pas de circulation entre les villes, etc., mais que ça n'a pas été respecté à 100%. C'est ce qui fait qu'il y a eu un rebond, et du coup certaines régions qui ne connaissaient pas de cas, ils ont commencé à avoir bien sûr leur premier cas, et ainsi de suite. Oui, mais avec le recul, il aurait fallu annuler la fête, le sacrifice. Moi, je dirais que la bonne décision, c'est la décision qui a été prise au bon moment. Je ne peux pas venir aujourd'hui et regretter la décision que j'avais prise avant. Parce que si j'avais pris la décision, je l'avais prise sur pas mal de paramètres, avec bien sûr une lecture qui est globale. Venir aujourd'hui et dire que vous avez pris la mauvaise décision, je ne suis pas d'accord. Alors, il y a eu un certain nombre de décisions prises par la commission technique et scientifique, notamment en matière de prise en charge des malades et du fameux protocole de prise en charge. Et bon, il y a eu pas mal de changements qui s'adaptaient à la situation marocaine, mais également à l'évolution de la connaissance dans le monde. Alors, dès le départ, vous avez introduit l'hydroxychloroquine, tout le monde le sait, et vous avez dit l'autre jour dans cette interview à Radio 2M que aujourd'hui, ce n'est pas un médicament, ce n'est pas quelque chose qui guérit, l'hydroxychloroquine, mais freine l'entrée du virus. Vous maintenez cette... Je vous demande si vous maintenez cette déclaration. Pourquoi? Parce que l'état de la connaissance évolue. Oui, alors je peux expliquer davantage, je maintiens, mais je peux donner plus de détails si vous voulez. Donc, personne ne peut contester que la chloroquine contribue à diminuer, bien sûr, la charge virale aujourd'hui, parce que, vous savez, la chloroquine est un médicament qui est utilisé dans pas mal de pathologies. Lorsque la chloroquine a vu le jour, c'était essentiellement pour traiter le paludisme. Comment expliquer l'évolution qu'avait connue bien sûr la chloroquine en traitant certaines maladies du système, certains vascularites, la sarcoïdose, le lupus, la polyarthrite rhumatoïde? On peut l'utiliser même contre le VIH. Et on avait utilisé la chloroquine contre le Zika, le virus Zika.
Et bien sûr, par extrapolation, on a essayé bien sûr la chloroquine pendant bien sûr l'apparition du Covid. Qu'est-ce qu'elle fait la chloroquine? Que ce soit chloroquine ou sulfate de chloroquine ou sulfate d'hydroxychloroquine, elle agit au niveau de certains récepteurs de cellules. La cellule qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le pneumocyte, c'est la cellule respiratoire et le pneumocyte 2. Elle interfère avec l'angiotensine, le récepteur de l'angiotensine, l'enzyme de conversion et angiotensine, qui permet de créer un ligand entre le virus et ce récepteur-là pour qu'il y ait une fusion, une pénétration au niveau donc, de la cellule. Le virus, quand il intervient, quand il rentre dans la cellule, il a besoin d'un milieu favorable. Il a toujours besoin d'un milieu qui est acide. Et bien, la chloroquine, elle augmente le pH intracytosolique de la cellule. Ça veut dire elle rend le milieu défavorable pour la multiplication. Et je peux rentrer dans les détails parce qu'elle intervient aussi, à un certain moment, la chloroquine, bien sûr, elle intervient aussi dans le blocage d'une certaine glycoprotéine ou une enzyme, la ARN polymérase, pour qu'elle empêcherait quand même le virus d'utiliser le matériel de la cellule pour qu'il se multiplie. Et donc, imaginez quand un virus rentre dans une cellule, il se multiplie, il utilise le matériel génétique parce qu'il y a une étape qui est tous ces cytosoliques, c'est au niveau du cytoplasme, une étape qui se passe dans le lysosome et l'endosome, et puis une étape qui se passe au niveau du réticulum endoplasmique rugueux et de l'appareil de Golgi. Dans les deux étapes, la chloroquine, elle peut interférer pour empêcher cet environnement favorable. Et quand elle bloque l'ARN, l'utérus ne retrouve plus de quoi se multiplier. Et donc, au moment où on peut avoir un virus rentrer et 1000, ou je dirais même 100 000 virus sortir, ou 10 000 ou 100 000 virus sortir, la charge virale, elle diminue. Vous voyez comment elle diminue la charge virale? Donc, la chloroquine, son effet peut être potentialisé encore plus avec l'utilisation du zinc qui intervient directement aussi dans cet aspect. Maintenant, on est en train de discuter l'association de certaines molécules qui étaient concurrentes, puisque le remdesivir, et je parle du remdesivir, aujourd'hui ils sont en train de débattre s'ils peuvent utiliser la chloroquine avec le remdesivir pour remédier bien sûr à la réplication du virus. Donc, tout est question de réplication, qu'il soit Covid, ou qu'il soit HIV, ou qu'il soit Ebola, etc. C'est agir au niveau, bien sûr, d'empêcher le virus de se multiplier. Et l'association chloroquine avec le remdesivir sont en train d'étudier. Voilà. Et donc, je maintiens toujours la position, puisque la chloroquine n'a pas eu l'autorisation d'utilisation pour la Covid, puisque la Covid n'est pas encore reconnue comme une maladie contagieuse. On va incessamment, bien sûr, débattre sur cette question pour la rendre une maladie contagieuse, à déclaration obligatoire. Quand vous nécessite vous parlez du Maroc? Le monde entier, bien sûr, est en train de travailler, puisque aujourd'hui même, la question, est-ce que c'est une maladie qui laisse des séquelles? Et puisque les personnes les plus touchées, c'est les professionnels de santé, est-ce que c'est une maladie professionnelle ou non? Donc, c'est un débat. Donc, on peut la rendre professionnelle à partir d'un certain nombre ou un pourcentage de séquelles qui handicapent un peu, là, puisqu'on commence à parler aussi de la Covid de longue durée, puisqu'il n'y a pas que la Covid-19, il y a la Covid de longue durée qui laisse quand même une certaine faiblesse musculaire, une certaine fatigabilité, même certains pensent qu'il y aurait une atteinte cardiaque. Donc, on est toujours dans l'incertitude, mais ce n'est pas un remède contre le Covid, mais c'est un médicament qui permet de diminuer la charge virale et d'éviter quand même une forte contamination. Donc, à condition d'être pris tôt, suffisamment tôt. Parce qu'à un certain moment, quand vous le donnez bien sûr à un malade grave, donc où l'orage cytokinique a démarré, donc vous intervenez bien sûr à un moment où la multiplication du virus elle est faite de manière importante, c'est là où la place plus de la dexaméthasone, qui permet bien sûr éventuellement et des anticoagulants parce qu'il y va de l'oxygénation à ce moment. C'est les rapports qui existent d'échange alvéolo-capillaire, échange gazeux alvéolo-capillaire. En fait, ce que vous l'affirmez sur la base d'études, n'est-ce pas? Oui. D'études scientifiques, randomisées, indéniables, indiscutables à vos yeux. D'accord. Vous avez cité les professionnels de la santé. Oui. Ils ont payé un lourd tribut, sont en train de payer un lourd tribut. Il ne se passe plus de 2-3 jours sans qu'on ait des échos extrêmement douloureux. Bon, ça ne se réduit pas à des chiffres, mais donnez-nous quand même un chiffre.
les professionnels de la santé ont donné combien de victimes, de décès? De la santé, il y a eu plus de 180 personnes qui touchées, donc Qui ont été touchées. toutes catégories confondues. Dont, Et donc, bien sûr, les pertes que nous avions connues, c'est des pertes que nous avions connues récemment, avec 2 pertes anciennes, donc, que nous déplorons avec tristesse, bien sûr. D'ailleurs, je voudrais bien sûr profiter de l'occasion pour remercier bien sûr le professionnel de la santé pour le sacrifice et pour tout l'effort qui est fourni, sachant que tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour eux n'est pas suffisant. Donc, ils méritent bien sûr, ils ont tout le mérite et ils méritent beaucoup d'encouragement, beaucoup d'éloges par rapport à ce travail. Et nous sommes conscients que le métier de la santé aujourd'hui doit connaître quand même un autre visage, puisqu'on est arrivé aujourd'hui à un point d'inflexion où la santé doit se repositionner sur l'échiquier. On ne peut pas avoir une économie solide sans qu'il n'y ait pas de santé solide. Et donc une santé non attractive n'est pas intéressante aujourd'hui. Il faudrait que le statut de ces professionnels soit revu dans le cadre bien sûr d'une refonte d'un système de santé. Voilà. C'est plus qu'un souhait, vous allez travailler sur ça. Ce n'est pas un souhait, moi je dis, c'est une conviction sur laquelle il faudrait travailler tout de suite. Vous ne pouvez pas aujourd'hui demander à ce professionnel de santé d'évoluer, de donner le plus, sans qu'il y ait quand même un statut favorable aujourd'hui. Vous ne pouvez non plus le garder quand même dans une fonction publique, qui est dans un statut de fonction publique inadapté par rapport à son évolution. Donc il faut un statut qui est particulier, qui lui permettra aussi d'évoluer dans des conditions qui sont favorables, dans lesquelles on peut instaurer bien sûr des choses qui sont trait bien sûr à la performance, la rentabilité, c'est la gestion axée sur le résultat, celui qui travaille plus touche plus. Il y a quand même des incitations, une politique d'incitation qui est forte. Vous allez essayer d'aller vers ça? Oui, je souhaite aller vers ça et je souhaite aussi de créer quand même des vases communicants entre le privé et le public, puisque le public et le privé doivent travailler de concert. On a besoin bien sûr de l'ensemble pour servir le citoyen marocain. Aujourd'hui, le chantier il est ouvert. Et encore plus, depuis la déclaration de Sa Majesté l'Aïnsoro de la génération de la couverture, c'est devenu une obligation pour que le système devienne à même de répondre aux attentes de la population. Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital Ibn Sina, qu'on appelle l'hôpital Avicenne aussi, l'hôpital Ibn Sina de Rabat, donc il a été obligé de fermer, je crois qu'il a fermé 48 heures. Il a arrêté les hospitalisations, il n'a pas fermé. Il a arrêté les hospitalisations pendant 48 heures à cause... Voilà, parce qu'une partie du personnel de santé a été atteinte par le Covid. Alors, et parce que... je pense que c'est une gestion qui est interne, ce qui relève bien sûr de la gestion de l'hôpital Ibn Sina. Je pense qu'il y a une organisation qui est faite avec des shifts en termes de ressources humaines. Et donc, à un certain moment, ils ont connu quand même une petite insuffisance par rapport, bien sûr, il y avait un risque. Et donc, je pense que le directeur de l'hôpital a pris une certaine décision et maintenant il a réouvert l'activité. Donc voilà. Alors, on va revenir quand vous dites, quand on dit il y a 534 cas sévères ou graves, ça veut dire quoi exactement? Combien sont en réanimation? Alors la réanimation ça, c'est parce que vous nous donnez 534 sévères ou graves et vous nous donnez par exemple 34 intubations. Entre les deux, on ne sait pas. C'est important de savoir que la réanimation de la Covid, elle s'articule sur les deux composantes. Malades qui nécessitent les soins intensifs et les malades qui nécessitent l'intubation-ventilation. Parce qu'il y va d'abord d'une oxygénation, d'une ventilation non invasive qui ne nécessite pas une intubation. Il faudrait bien sûr remédier à une certaine soif d'oxygène, donc une insuffisance d'oxygène, avec un paramétrage, avec une humidification, etc., sans pour autant intuber agressivement. Et quand ça commence à toucher les autres systèmes et que malgré tout ce qui a été fait, on n'arrive pas à stabiliser la saturation en oxygène dans le sang, automatiquement, il n'y a que l'apport de la ventilation artificielle. Et on essaie de faire tout l'effort pour éviter d'arriver rapidement à la ventilation artificielle. Voilà, c'est ça le distinguo, il est fait dans ce sens. Mais sur les 534, combien de lits de réanimation sont occupés?
Bah, je vous ai dit que c'est 2013 lits de réanimation qui sont dédiés. Non, quand vous dites ça, vous parlez en général. Oui. Mais moi, je vous dis, quand le bulletin épidémique... C'est des malades de réanimation. L'ensemble, c'est des malades de réanimation. 534, Ah c'est oui, c'est des malades de réanimation. D'accord. C'est pour cela que je vous dis qu'il s'agit d'une prise en charge en réanimation. Il ne faudrait pas faire le lien automatique un malade en réanimation et un malade intubé ventilé. Oui, non. sûr. Non. Un malade en réanimation, c'est un malade qui est en situation critique, qui peut d'un moment à l'autre basculer vers l'intubation-ventilation. Mais quand il est en situation de ventilation non invasive, il est en situation qui est précaire. Bien sûr, quand il est stable, il sort vers le secteur hospitalier. Alors, nous avons 2013 lits de réanimation aujourd'hui, tous secteurs confondus, c'est-à-dire public, privé, Oui. mutualiste, militaire. Oui, exact. Ils sont tous opérationnels? Ah oui, ils sont tous opérationnels. Ce n'est pas des lits sans réanimateur? Non, mais c'est des services de réanimation. Oui, mais est-ce que vous avez le personnel soignant suffisant? Il n'y a pas de personnel suffisant au Maroc. On a un gap de 97 000 de ressources entre paramédical et médical. Déjà, on part bien sûr, d'un chiffre insuffisant. D'accord. Mais Dieu ne plaise, demain, on a 2000 malades. Bah, écoutez, est-ce qu'on peut les faire fonctionner, les 2000? Écoutez, les 2000 sont faits essentiellement pour qu'ils soient fonctionnels. Donc, on ne peut pas augmenter jusqu'à 5000. Oui, mais comment vous allez faire pour les faire tourner, pour qu'ils y je suis en train de vous expliquer que la réanimation est une activité qui doit fonctionner sous forme d'un pôle. Donc, il va y avoir une régulation. Et il faudrait, d'ailleurs, si vous pouvez faire le constat vous-même, que l'ensemble des lits de réanimation ont été implantés là où il y a de la ressource humaine. Ils n'ont pas été implantés là où il n'y a pas de ressource humaine. On ne va pas faire une structure sanitaire avec des lits de réanimation pour dire que nous avons une capacité alors qu'il n'y a pas de réanimateur. Et quand il y a bien sûr un groupe de réanimateurs, l'organisation de l'activité se fait autour. Malheureusement, ils peuvent être aussi touchés. Ils sont en front line, donc ils sont bien sûr sur les premières lignes. Et donc c'est là où la problématique réside. Il faudrait bien sûr les protéger le plus. Maintenant, on travaille des fois par roulement pour essayer de garder la continuité. Mais sur un certain seuil, on risque d'être surpassé. Donc vous avez une idée en tête. Vous pensez que vous vous débrouillerez, vous trouverez des solutions. Voilà. On essaie d'optimiser aujourd'hui voilà. et d'utiliser à bon escient l'existence de l'ensemble des ressources, mais je dirais que l'ensemble des ressources aujourd'hui sont très insuffisantes. Et il n'y a pas d'autre solution au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'ensemble des ressources existantes y sont utilisées. Si demain on a un besoin important, ça devient important et on n'a pas la possibilité de les former tout de suite. Mais il y a des solutions de rechange parce que la ventilation d'un malade Covid, la prise en charge en réanimation d'un malade Covid, peut bien sûr nécessite le réanimateur, mais il peut aussi faire appel aux spécialistes de maladies respiratoires, aux réanimateurs, aux médecins internistes. Il s'agit d'une oxygénation. On commence à comprendre la physiopathologie de la Covid-19. C'est clair. D'accord. Parlez-nous du lit de réanimation marocain. Vous parlez de quel lit? On nous a présenté un lit fabriqué au Maroc, qui a été présenté par le ministère de l'Industrie, je pense. Je pense que c'est une bonne initiative. D'abord. Est-ce que vous l'utilisez? Non, mais il n'est pas encore homologué le lit. Ah. Non, écoutez. C'est comme pour le respirateur. C'est comme pour le respirateur, parce qu'il faudrait qu'on éclaircisse la situation. Parce que dans une situation de crise, où il y a une peur ou une hantise, bien sûr, de se procurer, bien sûr, les moyens, les ressources et la marchandise, chaque pays essaie de trouver quand même les solutions idoines à l'échelle locale. Et donc, au vu de ce qui s'est passé en matière, bien sûr, de commerce international pendant la crise, c'est devenu, bien sûr, tout ce qui est dispositifs médicaux, y compris le lit, c'est devenu une denrée très rare. Et donc, il y avait quand même une surenchère sur les prix. C'est devenu difficile sur le plan économique pour le Maroc à acquérir, bien sûr, à des prix exorbitants. Parce que c'est le constat au niveau international. Et donc, du coup, il y a eu quand même
je dirais une volonté éventuellement de trouver des solutions locales, comme ce qu'on a fait pour le masque éventuellement, comme ce qu'on a fait pour les tests de laboratoire de PCR. Et aussi, c'était une question pour le lit, puisque le lit en réanimation, le prix peut basculer de 25 000 dirhams, il peut basculer jusqu'à 150 000 dirhams. Un lit de réanimation en fonction des options. Et donc, il y avait quand même un travail qui est fait, bien sûr, dans ce sens pour sortir un lit, y compris le respirateur. Maintenant, ce qu'il faut mettre en tête, c'est qu'il ne suffit pas de sortir le lit ou le respirateur. Mzien, on accompagne au niveau du ministère de la Santé, mais l'utilisation, elle a quand même un certain degré de responsabilité important parce qu'il y va de la sécurité du patient. Donc, il faut passer par les différentes étapes et les procédures d'homologation, de certification, d'essai, et jusqu'à ce qu'il y ait une validation. Une fois qu'il est validé, il pourra être bien sûr d'usage courant. À ce moment-là, le ministère de la Santé peut assumer cette responsabilité sans aucun problème. D'ailleurs, c'est le cas pour le respirateur. Vous savez très bien, un respirateur, c'est pas n'importe quoi. Un respirateur, c'est un appareil qui doit bien sûr permettre bien sûr une ventilation à des débits qui sont très très précis. Il y a beaucoup de précision. Nos ingénieurs marocains qui sont bien sûr de l'aéronautique, ils ont fait un travail extraordinaire, formidable. Nous sommes en train de les accompagner pour sortir cela. Mais pour l'utilisation courante, il faut que l'étape préclinique soit dépassée. Il faut qu'il y ait bien sûr des tests cliniques validés sur un bon nombre de patients. Il faut par rapport à la longévité, parce qu'il suffit demain, juste une carte mère ou un truc qui coince ou quoi que ce soit, et on a quand même un risque qui sera rapidement attribué au ministère de la Santé qui a permis l'utilisation sans prendre les précautions nécessaires. Et en plus, pour le moment, vous n'avez pas besoin imminent, urgent de respirateurs ou de lits supplémentaires. Ce n'est pas une question d'un besoin tout de suite, c'est une question aussi de sécurité du patient. Et qui est bien sûr, il y a un comité d'éthique, il y a des procédures, une fois le produit validé. Si on avait acheté bien sûr des produits, ils ont quand même bien sûr la validation de leur pays avec les certificats, les normes, etc. Donc au moins, si jamais il y a un risque, vous avez quand même bien sûr quelque chose sur laquelle vous allez bien sûr vous rabattre pour essayer bien sûr d'entamer les procédures nécessaires. Maintenant, avec cela, ça va être une prise de responsabilité qui est assez lourde. Donc je pense qu'il faut mesurer le risque. Et on est dans l'accompagnement. Aujourd'hui, le ministère de la Santé accompagne. On est content qu'il y ait bien sûr un produit local et nous encourageons la production locale. Parce que c'est ce qui nous permettra bien sûr de sortir demain des éventuelles crises. À date, c'est les avantages du Covid. C'est-à-dire qu'on a pu quand même sortir quand même des choses au niveau national. Comme les masques. Alors, pour les tests, est-ce que les tests de Massir, les tests marocains de Massir, est-ce que vous êtes devenu client? Est-ce que vous en achetez régulièrement? Si, quelle quantité? Ils sont bons les tests. Je pense maintenant ça va devenir Mais vous en avez commandé? On a commandé. Décommandé? Non, commandé. Vous avez commandé des tests marocains. Alors de Massir. les tests marocains de Massir, ils ont suivi leur procédure de bout en bout jusqu'à l'utilisation, les tests, la validation et tout, ils sont fiables. Il y a même quand même un contrôle étranger parce qu'ils ont été envoyés bien sûr à l'Institut Pasteur en France qui ont validé à 100% bien sûr avec une fiabilité extraordinaire. Et donc aujourd'hui, c'est devenu quand même des tests commercialisables. Donc vous en avez commandé? On a commandé, on a utilisé. On a commandé 100 000 au début et nous sommes sur un marché qui est bien sûr progressif, pratiquement Vous allez en commander 1 million de tests, parce que ça va devenir le fournisseur le plus important pour nous. Parce que 100 000, c'est 4 jours. Non, on est un marché sur 1 million de tests. Donc ça va devenir le fournisseur vous essentiel. êtes sur un marché de 1 million. Oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas, bien sûr. Il y a une offre, il faut respecter la procédure. Est-ce que vous avez commandé également des kits de prélèvement marocains? Si, il y a des kits de prélèvement, puisque la conjoncture internationale ne permet plus maintenant d'acheter les kits de prélèvement à l'échelle internationale, puisqu'il y a un besoin important, c'est devenu une denrée. Et bien sûr, on avait bien sûr eu la peur qu'il n'y ait plus de kits. Ça sert à quoi d'avoir bien sûr un stock de réactifs et tout sans qu'il y ait alors de kits de prélèvement? Fort heureusement qu'il y a un effort qui a été bien sûr fait au niveau national. Il y a des producteurs aujourd'hui et qui sont devenus bien sûr le fournisseur par excellence. Donc on a des kits de prélèvement marocains et des tests marocains. Marocains, et probablement il y aura d'autres choses qui vont sortir incessamment. Par exemple?
Par exemple, les tests rapides, éventuellement aussi, c'est une manière de tester rapidement, bien sûr, le Covid. Bon, vous savez, bon, tous les pays qui évoluent aujourd'hui, c'est une opportunité internationale pour que chacun essaie de trouver les solutions idoines de sortir, bien sûr, de cette crise. Et le Maroc fait de même. Exact. Très bien. Vous avez, le fonds Covid vous a donné, vous a transféré 2 milliards de dirhams. Vous en êtes expliqué devant le Parlement. Vous avez donné les détails de l'utilisation. Mais vous avez également reçu 1 milliard supplémentaire. Oui. Je voudrais savoir pourquoi vous l'avez reçu. Quel est l'objectif et qu'est-ce que vous en avez fait ou qu'est-ce que vous allez en faire? Ben, le 1 milliard, il était déjà bien sûr demandé bien avant la séance du Parlement parce qu'il rentre aussi dans dans l'enveloppe qui a été dédiée au départ parce qu'elle était extensible et au jour d'aujourd'hui, nous sommes toujours dans la gestion de la crise. Donc les 2 milliards ne suffisaient pas pour répondre à l'ensemble. Il va rejoindre les 2 milliards pour qu'il continue les dépenses de la même manière. De la même manière. C'était 55% consommables, médicaments, oui, etc. De la même manière. Et 45% pour exactement, de la même manière pour compléter aussi, bien sûr, les besoins pour la gestion du restant de la crise. Ça ira au-delà de 2020 ou pas, ce milliard? Je ne peux pas vous dire, c'est en fonction d'évolution aujourd'hui, parce que il y a une gestion qui est bien sûr, on côtoie la gestion si vous voulez, donc je ne peux pas prédire, je peux pas prédire. D'accord, on a remarqué par rapport, vous avez cité à plusieurs reprises tout à l'heure, le besoin en ressources humaines. Oui. Nous avons remarqué que la loi de finances 2020 nous accordait le droit de recruter 4000 personnes. Oui. Ensuite, nous avons remarqué que dans la loi de finances rectificative, ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé. Et dans le projet de loi de finances 2021, vous aurez le droit de recruter 5000 personnes. Vous avez 5000 postes budgétaires. 5500. D'accord, 5500 postes budgétaires. La différence n'est pas énorme. On n'a pas vraiment l'impression qu'une crise est passée par là, comme celle du Covid. Les besoins sont très au-delà de ça. Oui. Alors, les besoins sont très au-delà de ça, certes, mais aussi les capacités de formation ne permettent pas de répondre, bien sûr, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les concours, quand vous les passez, vous avez pas mal de postes qui restent libres. Donc, c'est une augmentation qui est pour moi substantielle dans la conjoncture où nous sommes et aussi qui nécessite une optimisation et une révision, bien sûr, des conditions de recrutement et aussi, bien sûr, de tout le système de formation pour qu'il y ait quand même une adaptation. Et deuxièmement, il faut que, c'est ce que nous avions préconisé dès le départ, parce que maintenant ça va commencer à se concrétiser sur le terrain, c'est la déconcentration, bien sûr, de cette activité de recrutement. Il faut la régionaliser, parce qu'il faudrait qu'on arrive à un certain moment où chaque région essaie de recruter par rapport à ses propres besoins. Et bien sûr, et demain, former aussi par rapport à ses propres besoins, pour sortir un peu, bien sûr, de cette inadéquation qui existe et qui règne aussi sur le terrain. À quoi bon avoir un ensemble, bien sûr, de lauréats dans telle discipline, recruter 50% et 50% au chômage. Et demain, on commence à se poser des questions sur le devenir de cette catégorie. Est-ce qu'il n'y a pas manière de convertir un peu ça? Il faudrait peut-être sortir de ce schéma-là et essayer d'adapter la formation par rapport aux besoins d'une région donnée. C'est l'option que nous choisissons et sur laquelle nous allons bien sûr travailler pour arriver quand même que chaque région dispose de son centre hospitalier, Inch'Allah, et de ses écoles de formation et adapter à ce moment-là par rapport à ça. C'est logique. Donc, un CHU par région. Oui, c'est ce que vous voudrez. Ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal. Et donc, où en sont les CHU je parle d'infrastructure là et d'opérationnel. Où en sont les CHU de Tanger et d'Agadir? Tanger, il est au point d'achever ses travaux puisqu'il est pratiquement, je ne dirais pas 100%, mais il est à 98%. Il reste des touches finales pour qu'il sorte incessamment avant la fin de l'année, Inch'Allah. Donc tout le travail préliminaire est fait par rapport aux besoins et au plan d'effectifs de recrutement des ressources humaines pour qu'il démarre sur de bonnes bases. Pour Agadir, ça va être en 2021, Inch'Allah. Parce que de toute façon, Agadir a commencé en décalé par rapport à Tanger. Il n'a pas commencé le même jour.
Oui, bien sûr. Voilà. Alors pour 2021, au niveau du budget, on ne vous donne pas beaucoup plus d'argent. Il y a même une contradiction entre les différentes déclarations et les textes, c'est l'impression que j'ai. On parle de 20 milliards de budget global, Oui. 20 milliards de dirhams pour la santé publique. Oui, une augmentation de 2 milliards ou de 1 Et milliard et une demi. augmentation de 2 milliards, voilà. Bon, je comprends. Ben, je pense que faut quand même dire que le projet de loi de finances 2021, c'est l'un des exercices les plus difficiles Oui, au vu de la conjoncture. oui, Et je pense pour trouver les équilibres et tout, donc oui. je pense que Sibin Chaboun, il a fait un grand travail extraordinaire pour essayer de... Et même avec un budget aujourd'hui important attribué au ministère de la Santé, je pense que nous sommes devant une situation où il va falloir faire les priorités. Donc, si demain il y a une refonte du système de santé, il y aura une refonte du système de santé. Tout cela doit être repensé. Oui. Vous voyez. Donc, même les budgets aujourd'hui tels qu'ils sont alloués ne sont pas adaptés par rapport au développement du secteur. C'est pour cela que je dis, augmenter le budget aujourd'hui, c'est une bonne initiative, c'est important. Il y a aussi un travail à faire dans l'optimisation et la rationalisation. Avec cette augmentation, bon, c'est bon pour le moment, mais ce qui nous attend pour le futur, c'est le plus important. D'accord. Alors, quels seront vos chantiers principaux en 2021? Hormis les réflexions sur la gouvernance, sur le fonctionnement, rationalisation, etc., qu'est-ce qu'il y a comme projet? Ben écoutez, nous sommes dans la crise aujourd'hui de Covid. J'espère que... On y revient d'ailleurs. Oui. J'espère qu'elle ne va pas perdurer longtemps, ou il faut peut-être trouver quand même une issue à cette crise. Mais les chantiers, c'est la refonte du système de santé pour qu'il soit un système qui est évolutif et dynamique. Oui. Bien sûr, en apportant beaucoup de nouveautés, beaucoup d'innovations, parce que la santé, elle évolue de manière grand V à l'échelle internationale, elle connaît beaucoup d'innovations. Il faudrait que le Maroc ne reste pas à la traîne. Mais il y a aussi la mise à niveau des équipements et des infrastructures. Oui, ça rend ces deux facteurs, ils sont dedans. Quand je dis d'abord la réforme et la gouvernance, optimisation, mutualisation, tout ça, ne pas rester à la traîne de la technologie, ça rentre dans la mise à niveau. Vous savez, quand vous dites mise à niveau, il ne suffit pas d'avoir la mise à niveau sans qu'il y ait de ressources humaines qui l'accompagnent. Oui, mais dans certaines régions, on n'est pas à la traîne de la technologie, on est en préhistoire. On n'est pas à la traîne de la technologie, mais non plus on n'est pas aussi dans le bon suivi de la maintenance et de la viabilité du port, parce que, vous savez, tout ce qui est technologique aujourd'hui, il connaît une certaine obsolescence qui est programmée. Et donc, il faut faire le bon choix et essayer quand même de mutualiser les moyens, parce que à quoi bon acheter quand même une technologie, parce qu'elle existe à côté, et moi je vais payer le coût cher, bien sûr, de l'activité ou de la prestation. Alors il suffisait quand même de mutualiser l'activité ou d'acheter le service. Donc je pense qu'il faudrait rentrer dans un système là où on peut faire des économies importantes dans le cadre d'optimisation mutualisation, mais aussi permettre aux citoyens marocains de se faire soigner de manière bonne, je dirais, avec une grande qualité, en utilisant la meilleure technologie. Donc, alors, on a à peu près 23 000 lits d'hôpitaux au Maroc? 23 000, 24 000? 25 000 et quelques. 25 000 et quelques. Sur cet ensemble-là, 13 000 pourraient éventuellement être réservés à la Covid ou sont dédiés à la Covid? Dédiés pour le moment. Mais dédiés, ça veut dire on les garde libres? Écoutez, ils sont utilisés aujourd'hui. Ils sont utilisés les 13 000. Parce que la Covid nous a imposé quand même une gestion différente, parce qu'il faut créer quand même des circuits de Covid. Il ne faudrait pas mélanger le Covid et le non-Covid pour éviter bien sûr cette propagation. Mais il ne faudrait pas voir seulement des lits dédiés. C'est comme si on a un malade Covid à côté d'un malade non-Covid, mais peut-être des structures complètement dédiées Covid. Voilà. Donc c'est une gestion qui est un peu compliquée, mais pour laquelle on a affecté 78 établissements sanitaires pour prendre en charge cette capacité litière. 78 du secteur public, mutuel, mutualiste? Public, tout court, public, y compris bien sûr le secteur, les cliniques mutualistes, ne sont pas dedans, ne sont pas comptabilisés parmi les 78. Voilà. Et comment vous voyez les prochains jours? Est-ce que
Bon, prenons le cas de Casablanca, parce que Casablanca tire tous les chiffres de tout le Maroc vers le haut. Prenons le cas de vers le haut, vers le bas, ça dépend dans quelle perspective on se place. Prenons le cas de Casablanca. Est-ce que vous prévoyez, qu'est-ce que vous prévoyez? Comment vous voyez Casablanca, les prochains jours, les prochaines semaines? Bon, j'aurais souhaité que Casablanca, qui ait quand même un respect important des mesures de restriction, parce que ça peut se voir rapidement et se refléter sur l'évolution des chiffres. C'est le cas dans le monde entier qu'il y ait des gens qui ne respectent pas. C'est pas propre au Maroc, aux États-Unis. Mais on a besoin quand même, on a besoin de lisser la courbe à Casablanca, parce que ce que je vois aussi, maintenant les chiffres en réanimation, ils sont en train de grimper. Et donc je crains quand même qu'il y ait quand même une saturation des structures de réanimation. Et avec une telle circulation du virus, comment... Et on n'aimerait pas arriver quand même à une saturation des structures de réanimation et qui va nous imposer quand même une situation qui est indésirable. En d'autres termes, vous n'excluez pas le confinement de Casa, scientifiquement parlant. Bon, si nous voulons penser et réfléchir de manière scientifique, une évolution pareille, si elle arrive quand même à des critères ou des chiffres d'alerte rouge, la mesure qui suit après, c'est le confinement. Mais on ne voudrait pas arriver à... Est-ce qu'on est à une alerte rouge? Si vous avez plus de 65% de saturation des structures, on est à combien qu'est-ce qui reste? À Casa, on est à combien? Qu'est-ce qui reste? On est en train de frôler les 60%. 60% des lits de réanimation à Casa. Il y en a combien à Casa, des lits de réanimation? 608. On peut penser à l'extension davantage, mettre à contribution d'autres. Maintenant... on n'est pas loin de 65%, on les approche. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça reste ressources humaines dépendantes. Ça reste ressources humaines dépendantes. Oui. Et donc, augmenter sans pour autant les faire fonctionner, il y a quand même une péréquation sur laquelle il faudrait construire toute une gestion. Et donc, maintenant, la mesure, c'est essayer d'éviter la propagation tout en réduisant la mobilité des gens et protéger les vulnérables. Donc, parce que c'est les vulnérables qui sont les plus touchés. Quand vous voyez un peu les statistiques, 70% ont un âge qui est entre 60 et 79 ans. On ne les voit pas, les statistiques, Monsieur le Ministre. Les statistiques, vous ne pouvez pas les voir dans leur totalité parce que c'est une question de protection de la donnée de personne, mais pour les gens qui veulent faire des études... Non, c'est des statistiques anonymes. Les statistiques classiques, vous pouvez les voir. Et non, on ne voit pas, nous, par catégorie d'âge ou par quartier ou par... Ça, vous pouvez les obtenir, bien sûr, au niveau de la direction de l'épidémiologie. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, nous avons l'engagement, Monsieur le Ministre, de publier un certain nombre de datas. Oui, bien sûr, mais il suffit de le demander, mais on ne peut pas les publier, bien sûr, dans les portails, tout simplement, parce que ça risque d'être utilisé à mauvais escient, pas à bon escient. Et donc, par contre, on peut bien sûr les demander au niveau de la direction sans problème.